On va inaugurer le speed debate, parce que nous avons pris quelque chose comme 45 minutes de retard par rapport à l'agenda prévu. J'appelle nos intervenants, je pense que j'en ai perdu quelques-uns dans les coulisses. Jean-Noël Tron notamment qui est là, Delavallee, Bidier-Fono qui doit être là, Bernard Stiegler qui doit être en coulisses. Et nous devions avoir avec nous Carole Thibault qui avait un train à prendre pour Montluçon, dont elle vient de prendre la direction. C'était la première d'un spectacle ce soir, elle se devait d'y être. Donc voilà, j'essaierai de dire deux mots sur... Il y a David qui est tout seul, rapproche-toi. Voilà, en espérant que vous ne nous quitterez pas en cours de route, c'est un peu compliqué pour nous d'arriver comme ça, si tardivement. Merci Bernard. Delavallee, où est Delavallee ? Il devrait être là. Le voilà, yes. Merci. Donc la question qui nous est posée, je vais vous la dire très rapidement. Vous l'avez peut-être qui s'affiche, non pas encore. Donc la question qui nous est posée pour ce débat aujourd'hui est comment la culture et l'art peuvent-ils, voire même doivent-ils réenchanter le monde aujourd'hui ? Alors la question, elle est assez coton parce qu'elle suppose déjà qu'il y ait eu un enchantement du monde. Le monde a-t-il jamais été enchanté ? Peut-être, peut-on se dire, au moment où la magie, où les croyances religieuses pouvaient l'expliquer. Mais ça, c'était avant le désenchantement, avant la modernité, la raison et le grand récit du progrès. Ce désenchantement, on le connaît bien parce qu'on l'a bien théorisé depuis le début du XXe siècle. Des gens comme Weber, Benjamin, voire Marcel Gauchet, ensuite, en ont parlé assez longuement. Ce désenchantement, c'est la question du déclin des croyances religieuses, des valeurs, voire du sens. Et ça, on l'appréhende sans doute beaucoup mieux que la question de l'enchantement, parce que c'est des illusions politiques, ces temps de crise économique, sociale, écologique, sont des temps dans lesquels beaucoup d'entre nous ont sans doute grandi. Et l'actualité immédiate vient renforcer encore ce sentiment de désenchantement qui semble vouloir se cristalliser aujourd'hui dans une crise des identités, semble-t-il, puisque les derniers attentats qui nous ont touchés, qui se veulent de nouvelles manières, soi-disant de guerre de religion, ont radicalisé la donne. Transcendance fanatique d'un côté, contre repli, peur de l'autre et montée du FN de l'autre. Et c'est sans doute pourquoi cette question du réenchantement nous arrive aujourd'hui, maintenant. Alors, si l'art ne peut pas changer le monde, on peut se demander s'il peut changer la conscience que l'on en a. L'art et la culture, est-ce qu'ils peuvent encore transformer, émanciper, voire transcender, redonner du sens ? L'art peut-il encore agir comme force d'intégration culturelle ? Est-ce qu'on peut faire cohabiter ce quelque chose de merveilleux et les monstruosités qui nous habitent ? L'imaginaire, l'émotion, les affects, le sensible, peuvent-ils générer d'autres formes de sociabilité, d'autres manières d'être ensemble ? Voilà tout ce que pourrait suggérer la question telle qu'elle nous est posée. Alors à quel futur, vers quel futur allons-nous ? C'est la question peut-être qu'on va essayer de creuser. Enfin, creuser, c'est un bien grand mot vu le temps que nous avons. En tous les cas, je vais vous présenter les intervenants qui vont tenter cette question avec nous. Marie-Christine Bordeaux, qui est là, qui est responsable du master communication à l'université Stendhal à Grenoble, qui est aussi présidente culture de toute l'université de Grenoble, qu'on connaît bien parce qu'elle a travaillé les questions de médiation culturelle et qu'elle est très engagée dans les questions d'éducation artistique aussi. À ses côtés, David Bobet qui est metteur en scène et qui est le directeur du Centre dramatique national de Haute-Normandie depuis maintenant un peu plus de 2 ans. Delavallee Bidier-Fono qui vient de nous rejoindre, qui est chorégraphe d'origine congolaise, qui est directeur de la compagnie Baninga et qui vit sa carrière entre Brazzaville et la France, on peut dire ça comme ça. Et à mes côtés, Jean-Noël Tron pour la SACEM. On a frôlé la parité, mais une défection de dernière minute de Fabienne Brugère, la philosophe, nous a mis dedans et je suis la première à en être désolée. Alors quand j'ai posé la question du réenchantement à nos invités, voilà ce qu'ils m'ont dit en substance, je vous les cite. Marie-Christine Bordeaux a dit « Le réenchantement ne m'intéresse pas, mais le désenchantement, en revanche, beaucoup plus ».
Carole Thibault, qui n'est pas là, mais dont je relais la parole, a dit « Je ne crois pas du tout que l'art ait jamais eu la moindre ambition déclarée de réenchanter le monde, au sens où on l'entend aujourd'hui. » David Bobet, qui est là aussi, m'a dit préférer se ranger du côté de l'utilité sociale et pas de la capacité à réenchanter quoi que ce soit. Jean-Noël Tron n'a pas répondu à l'époque, mais depuis ce matin semble un peu plus familier de la question, en tous les cas un peu plus positif sur le sujet. Et De la Vallée a assez bien synthétisé l'ambiance du temps. Quand je lui ai dit comment réenchanter le monde, il m'a répondu « oulala », et il me semble que ça dit tout. Alors heureusement, il y a Bernard Stiegler que j'ai rattrapé alors qu'il devrait être à une conférence en ce moment, qui lui était là et à qui j'ai proposé de revenir pour le débat, parce qu'il a écrit un livre qui s'appelle « Réenchanter le monde », qui est paru chez Flammarion il y a une dizaine d'années, je crois. Et donc, je lui ai proposé d'introduire cette table. Alors, je rappelle juste qu'en plus de toutes ses fonctions, il a dirigé l'IRCAM, que c'est donc un spécialiste des enjeux des mutations technologiques et de ses conséquences sur l'économie, l'intelligence, le capital, la politique, voire l'art. Vous avez donc parlé de réenchanter le monde dans ce livre, et ce matin, vous avez rappelé que vous comptiez beaucoup pour ce pouvoir de l'esprit que vous défendez, sur lequel vous comptez pour réenchanter le monde, sur les artistes, les créateurs, entre autres, les intellectuels. Alors, je vous poserai une seule question, puisque le temps nous compte, mais que peuvent-ils faire? Réfléchir un petit peu et essayer d'agir, parce que ce qui distingue l'action de la réaction, et c'est ça la question vitale, hein, distinguer l'action de la réaction, c'est que l'action est réfléchie et délibérée. La réaction est télécommandée de l'extérieur. Voilà. Je réagis à quelque chose, mais je n'agis pas. Ce que je voudrais dire, c'est... Enfin, on parle beaucoup du réenchantement du monde, mais je ne suis pas sûr que beaucoup de gens aient vraiment lu Max Weber et tous ceux qui ont développé ces questions. Qu'est-ce que c'est que le réenchantement du monde, le désenchantement, pardon, du monde pour Max Weber? C'est le paradoxe de l'origine du capitalisme qui trouve donc son point de départ, d'après la thèse en tout cas de Max Weber, dans le texte très connu, l'esprit du capitalisme, dans une transformation religieuse et dans un modèle qui est un modèle christique, puisque cette transformation religieuse, c'est ce qui est issu de la réforme, et la réforme est ce qui pose, enfin, je pense que vous le savez, à partir de Luther et surtout de Calvin, que la question n'est pas de simplement bien se comporter sur terre pour un jour aller peut-être au jugement dernier rejoindre l'éternel, mais de transformer le monde. Voilà. Et je résume de manière un peu éhontée quand même un propos qui est très complexe, mais pour l'essentiel, c'est bien de ça dont il s'agit. Et ce que montre Max Weber, qui est un philosophe et un sociologue, un des premiers sociologues, c'est que, en fait, la réalisation de ce programme, paradoxalement, aboutit à sa destruction, à ce qu'il appelle la sécularisation, et qu'il appelle aussi le désenchantement. Le désenchantement, ça n'est pas seulement ce que dit Max Weber, c'est aussi ce que dit Nietzsche quand il décrit ce qu'il appelle le nihilisme. Le désenchantement, c'est la soumission de toute valeur à la calculabilité. Et c'est ce que Marx décrit aussi lorsqu'il dit que toute valeur d'usage doit être transformée en valeur d'échange, et dans sa transformation en valeur d'échange, perd sa valeur d'usage. Donc, si vous voulez, le désenchantement du monde, c'est une façon de nommer chez Max Weber ce que Nietzsche ou Marx disent autrement, et encore beaucoup d'autres dont je ne vais pas parler maintenant, on n'en a pas le temps, surtout qu'il faut que je file dans 2 minutes. Mais si nous-mêmes, Arsène Schreiss, avons écrit un livre qui s'appelle « Réenchanter le monde », c'est parce que nous avons été un petit peu frappés et un peu agacés par le fait que le MEDEF avait décidé, à travers Denis Kessler, qui était à l'époque le vice-président du MEDEF, je crois, enfin en tout cas qui jouait un rôle très important au sein du MEDEF. C'était juste à la fin de la présidence de Ernest-Antoine Sellière du MEDEF, avait décidé
de faire un colloque, comme le MEDEF, enfin c'est une université d'été, tous les ans le MEDEF fait ça à Jouy-en-Josas, qui avait pour titre Le réenchantement du monde. Et donc nous avons décidé, nous, Ars Industrialis, de faire un livre juste avant l'ouverture de ce truc-là, que j'ai envoyé à Denis Kessler, qui m'a évidemment jamais répondu, et qui s'appelait Réenchanter le monde, en se référant au texte qui en parle véritablement et en posant le problème très au sérieux. Car quand je dis très au sérieux, il ne faut pas utiliser le mot enchantement, réenchantement, désenchantement comme ça à la façon des médias. Sinon, il ne faut pas en parler. Si vraiment on veut en parler, il faut lire les textes. Et pas simplement Max Weber. Tout à l'heure, juste avant, j'ai un peu parlé de l'entropie, de l'anthropocène qui est en train de produire. Ça, c'est l'accomplissement du nihilisme. Je vais publier un livre au mois d'avril qui a pour titre Dans la disruption, et le sous-titre c'est Comment ne pas devenir fou, parce que nous sommes tous en train de devenir fous. Pourquoi nous devenons tous fous? C'est parce que nous sommes dans un monde ultra anxiogène, où en effet, je commande dans ce livre les propos d'un jeune homme de 15 ans qui dit à quelqu'un de la génération de ses parents, vous comprenez rien à ma génération, je ne rêve plus, je me marierai jamais, je n'aurai jamais d'enfants, je n'aurai pas de boulot et je suis la dernière des générations. Et ça, c'est ce que pensent énormément de jeunes gens aujourd'hui, qui en même temps s'efforcent de penser le contraire, parce que c'est impossible de vivre avec une telle pensée. Donc ils essayent de construire, mais profondément, c'est ce qu'ils pensent. Nous sommes à la limite d'un processus. Cette limite, Nietzsche en a parlé. Nietzsche avait écrit en 1881 un texte sur le nihilisme en disant « Vous comprendrez de quoi je parle dans 150 ans ». Voilà. C'est maintenant ce que nous sommes en train de vivre. Mais Nietzsche ne disait pas ça en s'arrêtant là. Il disait « Il faut transvaluer toutes les valeurs ». Et Marx disait il faut modifier. Alors il y a le grand discours de Marx du Capital, mais il y a aussi un autre discours qui est très intéressant, c'est les Grundrisse, qui est très, très peu connu en France parce que les marxistes français, à commencer par Althusser, l'ont complètement ignoré. Et c'est un texte extrêmement intéressant qui ne tient pas du tout le discours du Marx classique. C'est un texte qui parle justement de l'automatisation, d'une transformation, enfin qui décrit assez bien ce dont je parlais tout à l'heure. Et puis il y a la question de l'entropie et de la négantropie. Réenchanter le monde, ça veut dire produire des bifurcations dans la théorie de la négantropie. Ça veut dire reproduire de la négantropie. Ça veut dire reproduire de la capacitation, au sens où j'en parlais pour les gens du Bangladesh, et donc de réactiver, enfin, produire un processus de déprolétarisation. Le désenchantement du monde, c'est la soumission de tout au calcul. Le réenchantement du monde, c'est la réaffirmation de ce que Yves Bonnefoy appelait l'improbable, ce que Maurice Blanchot a repris sous ce nom d'improbable. C'est ce qui n'est pas probabilisable, y compris par le calcul des probabilités. Jamais les big data de Google n'arriveront à le traquer, à le tracer. Et c'est ce qu'il faut cultiver. C'est improbable, c'est ce qui fait que il y a des dispositifs qui ne sont pas réductibles à du calcul. Si par exemple vous tombez amoureux de quelqu'un, ce quelqu'un sort de l'ordinaire. Et il n'est pas, vous ne pourrez jamais rendre compte de ce processus par du calcul. Pourquoi? Parce que c'est l'apparition d'une singularité. Et que précisément, tout le travail de la vie de l'esprit, je dis la vie de l'esprit, moi, ça veut dire l'art, ça veut dire aussi la science, ça veut dire le droit, ça veut dire la politique quand elle est vraiment faite sérieusement. La vie de l'esprit, c'est ce qui fait que le monde produit des bifurcations, produit du singulier, produit de l'improbable, précisément. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut se remettre à faire de l'économie politique, il faut se remettre à discuter avec la société, un petit peu ce que disait Hortense aussi tout à l'heure. Il faut s'engager résolument dans ces choses-là et s'emparer de ces questions dans le registre de ce que j'essayais de dire dans mon intervention tout à l'heure. Voilà. Merci. Je suis obligé de filer, je suis désolé de ne pas participer à cette discussion, mais je suis attendu ailleurs. Jean-Noël Tron, vous piaffiez tout à l'heure à côté de moi en disant il faut que je parte, mais surtout vous êtes celui qui, dans cette assemblée, a dit ah oui, la question du réenchantement m'intéresse. Alors peut-être déjà une réaction aux propos de Bernard Stiegler et comment vous avez eu envie d'appréhender ce sujet? Deux commentaires par rapport à ce que Bernard nous a dit. Je pense qu'il faut prendre même un peu plus de champ de recul historique que ce que Bernard nous propose.
et qu'en même temps, la question est beaucoup plus immédiate. Pour beaucoup d'entre nous, la question est comment sortons de l'année 2015 telle qu'elle a commencé et terminé, avec les massacres du début d'année et de fin d'année. Prendre un petit peu de recul, parce qu'au fond, au-delà de la question du désenchantement ou du réenchantement, une question plus fondamentale, qui est celle de l'angoisse du déclin, de l'angoisse face à la perspective de notre disparition. Bernard en parlait tout à l'heure en tant que grand témoin autour de l'entropie. Mais enfin, ayons la modestie de reconnaître que cette question n'a absolument rien de nouveau. Quand Paul Valéry constate que les civilisations, enfin qu'elles sont mortelles, là encore, il commet une erreur. Mettez-vous à la place de nos ancêtres lorsque, vers 1375, 1380, les 2/3 de la population européenne à peu près, ou plus de la moitié avait disparu suite à la peste noire, la question du réenchantement, la question d'un avenir pour la civilisation était directement posée, comme au moment des grandes peurs de l'an 1000 ou après les grandes invasions. Donc ça n'est pas une question nouvelle, ni d'ailleurs pour l'homme occidental, ni pour d'autres civilisations que nous avons côtoyées ou que nous avons contribué à détruire culturellement ailleurs dans une partie de la planète. En revanche, de manière beaucoup plus immédiate, ce qui s'est passé l'an dernier, pour nous tous, et notamment pour nous, acteurs de la culture, c'est la redécouverte extrêmement violente qu'une question que nous pensions évacuée ou que nous avions enterrée, notamment celle de la violence totalitaire, se posait à nous. Au début des années 80, si vous vous en souvenez, il y a eu, autour de l'effondrement du bloc soviétique, de grands débats autour de la question de la fin de l'histoire et autour de la question du choc des civilisations. Deux grands livres, un de Fukuyama et un de Tington là-dessus, qui avaient d'ailleurs été très critiqués, notamment en France, notamment dans les milieux culturels, notamment à gauche. Cette idée que la démocratie avait définitivement vaincu, et ce n'était pas simplement le libéralisme. La démocratie, le système soviétique, c'était quand même un système totalitaire devenu doux, c'était quand même un système totalitaire. Cette idée, nous l'avions en France un peu combattue, notamment dans les milieux culturels, en disant tout ça est une vision américano-centriste, libérale. D'ailleurs, Bernard revenait sur les confrontations avec le MEDEF. Mais il y avait un deuxième débat qui était « Y a-t-il un clash of civilization ?» Titre du livre de Fukuyama. Ce qui avait de choquant dans l'approche par Fukuyama, c'était une approche géographique. Il y a des grandes aires géographiques. Mais enfin, je pense qu'avec ce qui s'est passé l'an dernier, nous voyons bien que nous sommes confrontés à un choc culturel, un choc de civilisation, sauf qu'il est dans tous les pays. Les premières victimes des islamistes, ça a été des victimes musulmanes dans le monde arabo-musulman. Et je voudrais revenir là-dessus pour nous responsabiliser tous. La différence entre le début et la fin d'année 2015, c'est qu'au début d'année, certains, je dirais même d'entre nous, Wolinski était membre de la SACEM, sont assassinés pour ce qu'ils sont, artistes, contestataires, esprits libres, libres penseurs, policiers, ou éventuellement, de par leur naissance, l'antisémitisme tue à l'hypercachère. À la fin de l'année, tout le monde est dans la cible, et c'est le public qu'on tue. Quand on tue au Bataclan, on tue le public. Qu'est-ce qu'il y a de résolument haram pour les islamistes de l'EI, et ils l'écrivent, c'est que c'est un lieu de perdition, c'est que des femmes et des hommes qui dansent ensemble en se frottant, c'est ce qui faisait aussi qu'au début de la guerre civile en Algérie, on égorgeait les jeunes qui allaient dans les concerts de rail et qui étaient des hommes et des femmes. Donc ça, c'est la question qui nous est posée, si on veut comprendre la manière dont, de manière évidente, nous pouvons, nous, les acteurs de la culture, contribuer à ce réenchantement nécessaire. Peur du déclin, peur du choc des civilisations. Donc, je vais terminer sur une idée très simple. Dans Spectacle vivant, il y a vivant. Ce qui s'est exprimé au Bataclan et ailleurs, ce sont des forces de mort. Et il ne faut pas tourner autour, éluder la question. On a une attaque qui est une attaque totalitaire, avec des gens qui haïssent profondément ce que représente la culture, qui est un questionnement. Les artistes sont menacés. Si vous avez les uns ou les autres eu la chance, soit de lire le 2084 de Boualem Sansal, soit de voir ce film merveilleux de Riyad Satouf, Jackie au royaume des femmes, il n'y a pas de film plus provocateur sur une logique totalitaire qui vise notamment à l'aliénation, à l'oppression absolue des femmes. Bon. Donc, évidemment, la culture a quelque chose à dire, les artistes ont quelque chose à dire, et en conclusion, ce qui a été essentiel après le 13 novembre, c'est que le sentiment français a été un sentiment de peur, un sentiment de colère, et ces deux réactions sont parfaitement naturelles. Évitons, comme je l'ai entendu souvent, de dire « mais non, n'ayons pas peur ». Mais si, il y a de quoi avoir peur. Quand plusieurs centaines... Et puis, vous savez tous qu'au Bataclan, grâce
aux équipes de sécurité et à Didi, c'est un miracle. Il aurait pu y avoir beaucoup, beaucoup plus de victimes. Hein. La salle était pleine. Bon. Mais il y a eu aussi un énorme sentiment de fierté par rapport à ce qui fait aussi notre pays. Son approche sur le vivre ensemble, sur la fraternité, sur la diversité culturelle, sur son esprit critique. Et c'est ça sur quoi nous pouvons tous travailler avec un outil très simple, qui est un outil sur lequel, à l'inverse, malheureusement, notre pays, dans sa politique d'excellence culturelle, se classe assez mal. Et là, ma voisine en parlera mieux que moi, qui est celui de l'éducation artistique et culturelle. Si nous voulons qu'à travers les artistes et l'art passe un sens à l'ensemble de la nation, à travers les enfants, les enseignants et leurs parents, ce qui fait une bonne partie de nos compatriotes, pour un réenchantement nécessaire de la société, pour un surcroît de sens, c'est bien par l'éducation artistique et culturelle qui est naufragée dans ce pays. Je vous donnerai juste un chiffre, parce que toutes les preuves, on les a. Dans les banlieues du nord ou du sud de Paris, les plus difficiles, les plus défavorisés, là où le taux de décrochage scolaire, passé 16 ans, explose. Quand on a des classes orchestres, le taux, au contraire, de maintien scolaire dépasse 80%. Donc on a la preuve par 3 que pour les problèmes essentiels de notre société, la culture, à travers l'éducation artistique et culturelle, à travers la pratique culturelle, est une réponse qui n'est pas périphérique, qui est centrale. Pour autant, dans le même pays et dans la même ville, à Paris, on en est maintenant, faute de place dans les conservatoires, à tirer au sort. Lesquels d'entre nous se sont vraiment indiqués publiquement ? On en est à tirer au sort pour que les enfants puissent avoir une pratique culturelle dans des conservatoires. Donc si on veut pouvoir poser, comme l'a fait Bernard, la question de manière un peu philosophique, convenons qu'il faut que la quête de sens soit portée par les artistes. Pour ça, agissons. Les artistes eux-mêmes, nous tous pouvons agir, mais c'est bien, si nous voulons que notre rôle soit social, qui concerne l'ensemble du pays, à travers l'éducation artistique, qu'on peut faire quelque chose. David, Marie-Christine, vous vous reconnaissez dans ces propos défendus par Jean-Noël Tron? Vous avez plein de micros là-bas, hein, si vous voulez. Oui, je m'y retrouve avec une petite nuance, c'est que personnellement, dans la culture, j'ai jamais eu l'impression de vivre dans un monde enchanté. En fait, quand je suis entrée dans la culture, moi j'ai été formée artistiquement dans l'éducation populaire et j'ai vécu au fil des années toute une série de de petites humiliations ou de choses voilà, qui me choquaient. Et lorsque j'ai changé de milieu professionnel, que je suis devenue chercheur et que je travaillais auprès des médiateurs culturels, j'ai pu mettre en évidence auprès des médiateurs culturels, notamment ceux qui étaient engagés dans la lutte contre l'illettrisme, le fait que le principal moteur de leurs actions, c'était l'expérience personnelle de l'humiliation, et notamment de l'humiliation culturelle, c'est-à-dire dans la culture ou par rapport à des objets de culture. Donc j'ai été d'emblée frappée par toute une série d'asymétries ou de sujets qui me paraissaient importants et qui étaient marginaux, périphériques, y compris sur le plan, et notamment sur le plan financier. Et puis aussi la place des femmes hein, dans ce monde. C'est une question qui évolue, mais qui n'est pas encore réglée. Donc du coup, je disais à Anne, oh, l'enchantement, le réenchantement, non, mais le désenchantement, oui. Parce qu'il y a eu un désenchantement que nous avons tous vécu au cours des années 90 et qui a été un élément de discours qu'on entend encore, c'est l'échec de la démocratisation culturelle. Souvenez-vous, 89, enquête sur les pratiques culturelles des Français, et là on voit que en augmentant les moyens pour la culture, on n'arrive pas à avoir d'effets importants en termes sociaux. Donc c'était un moment très très important de désenchantement où on s'est posé toute une série de questions, parfois mal posées. Les moyens ont-ils été suffisants? Est-ce qu'ils étaient adaptés face à l'évolution des logiques sociales? Mais certains se sont interrogés sur le fait, en se demandant, bon, la démocratisation culturelle est-elle possible? D'autres sont allés plus loin en se demandant si elle était tout simplement souhaitable. Et on a vu dans la presse, dans les débats culturels, des prises de position assez différentes. Ça aboutit à quoi? Ça aboutit au fait que l'échec de la démocratisation est devenu une sorte de vérité. Et souvenez-vous, c'est exactement à cela que se référait Nicolas Sarkozy lorsqu'il écrit à sa ministre de la Culture et qu'il lui fait sa lettre de mission. Il l'écrit comme si c'était évident et vrai. La démocratisation culturelle est en échec. Alors, il se trouve que les terrains sur lesquels je travaille, qui sont souvent des terrains qui étaient un peu obscurs ou marginaux dans les politiques culturelles et qui aujourd'hui deviennent centraux, et c'est une bonne chose.
l'éducation artistique, les amateurs, l'éducation populaire, le développement culturel territorial, c'est-à-dire comment les artistes et les structures culturelles travaillent dans les territoires avec les habitants. Aujourd'hui, c'est devenu central dans les politiques culturelles, mais ça n'est pas central dans les budgets, ça n'est pas toujours central non plus dans les hiérarchies implicites qui construisent le monde culturel. Donc, ce désenchantement à propos de la démocratisation, quelque part, a eu du bon. La fin de certaines illusions ouvre vers d'autres manières, au fond, de conduire les politiques culturelles. Et ce que je vais dire n'a rien à voir avec ce qui précède, mais comme je pense que nous n'aurons pas beaucoup de tours de parole entre nous, je voulais partager avec vous quelque chose qui n'est pas de l'ordre du réenchantement, mais qui est une expérience que je vis constamment depuis 30 ans. Je suis engagée dans un projet de recherche avec des collègues, Alain Kerlan, Nathalie Montoya, Joël Aden, et sur les effets de l'éducation artistique. Et nous essayons de donner un sens assez précis à cette notion d'effet. Et la semaine dernière, nous étions rassemblés, et vous savez, la recherche, c'est quelque chose de très humble, on tâtonne beaucoup, on bricole beaucoup, et nous nous sommes retrouvés tous autour d'un constat dont nous ne savons pas quoi faire. Mais nous constatons, lorsque nous sommes dans les classes, que nous observons les processus auxquels les enfants et les jeunes sont associés, dont ils sont les acteurs, qu'ils deviennent progressivement beaux. Alors évidemment, ce n'est pas très scientifique de dire que les jeunes deviennent beaux. Nous ne savons pas très bien quoi faire avec ça. Mais je vous renvoie ça parce que je pense que vous l'avez tous vécu. Et cette idée de beauté intérieure qui vient d'une meilleure conscience de soi, d'une meilleure pensée de la relation aux autres. Je ne sais pas très bien ce qu'on va en faire scientifiquement, mais ce qui est sûr, c'est qu'on s'est tous dit « oui, c'est vrai, je l'ai vu, je l'ai vécu, qu'est-ce que je fais avec ça ?» David, ces propos font écho, vous qui avez dit à votre entrée au CDN, nous avons un programme politique. Les propos que vous venez d'entendre font écho? Oui, parce qu'il préfère des questions artistiques ou d'enjolivement, d'une réalité, l'idée même d'action. C'est vrai qu'en arrivant à la tête du CDN, je me suis mis au service d'un projet politique, d'une maison, d'un territoire, d'une population, et que j'ai laissé derrière moi certaines questions. Mais de toute façon, m'étant toujours méfié de cette position d'artiste, ne me sentant pas du tout héritier de l'histoire du bon goût bourgeois, des puissants, des églises, de la noblesse, de la bourgeoisie, etc. etc. Mais ayant plutôt à cœur de m'emparer vraiment des questions urgentes de la culture de mon pays, de celle que l'on construit, de celle que l'on affirme, et de la population réelle, celle tout à l'heure qui était assez bien décrite par Hortense, celle qui est dans la rue et qu'on ne retrouve pas dans nos théâtres. Les dernières années, évidemment, mais particulièrement l'année dernière, nous enjoignent à agir de façon urgente sur cette idée de commun. L'idée d'être à l'endroit du théâtre public nous oblige à nous poser toujours la question quel est mon objectif public, quel est mon objectif politique. Et aujourd'hui, force est de constater qu'on affirme une culture qui n'est pas celle de notre pays, qu'il y a des communautés qui ne sont jamais dites, jamais représentées, jamais respectées, et qu'il se crée des communautés entières qui sont des bâtards identitaires. Et la question n'est pas pourquoi est-ce que certains viennent à agir, mais la question c'est comment se fait-il et par quel miracle il y en a si peu qui passent à des actions violentes. L'urgence, elle est de taille, et on n'est pas aidé. Dans la société française telle qu'elle est mise en place là, on n'est vraiment pas aidé parce qu'on n'a pas les outils pour pouvoir agir. La société qui serait laïque est gouvernée par une idée du neutre, qui est toujours pris en otage par la minorité dominante, et une société qui est, par définition, et ça a bien été redit récemment par le gouvernement, une et indivisible, mais forcément de côté l'idée même de la diversité. L'idée même qu'une société qui est faite de communautés n'empêche en rien l'idée du commun. Au contraire, en connaissant et en respectant l'autre, on peut absolument affirmer ce qui nous réunit, notre territoire commun. Et c'est vrai qu'on a
on ne peut pas agir sur, à part un volontarisme que je crois qui arrive petit à petit dans les consciences, mais un vrai volontarisme. Regardons, là on est acteur, hein, regardons les programmations ou bien des théâtres que l'on dirige, y compris le mien, ou bien ceux que l'on fréquente, et regardons qui sont les personnes racisées, victimes de racisme, ça remet l'endroit de la violence dans le mot utilisé, qui sont sur les plateaux. Quelles sont les communautés représentées? Après, on s'étonne qu'ils ne viennent pas dans les théâtres, et que s'ils viennent, ils n'ont pas du tout envie de revenir dans les théâtres. Et si jamais il y a des acteurs racisés, des interprètes racisés sur les plateaux, souvent, pardon Valé, il s'agit de productions internationales, hein, venues du continent africain, sud-américain, etc., etc. Les afrodescendants, les fils des guerres de France, jamais. Jamais. Et si jamais ils sont représentés sur les plateaux, dans certains théâtres un petit peu volontaires, il ne s'agira jamais d'afrodescendants qui sont artistes et qui sont créateurs de pensées et de récits qui sont produits et qui sont diffusés. Jamais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le milieu culturel, d'une certaine façon, dans son ensemble, est prisonnier d'une histoire coloniale? Et raciste par omission. D'accord. Or, qu'est-ce qui se passe lorsque j'accueille au CDN de Haute-Normandie un réfugié, que je l'accueille et que je lui propose un spectacle à 1 euro, et que je l'accueille aussi parce qu'il y a au sein du CDN des cours de français, des ateliers de français et d'alphabétisation. Qu'est-ce qui se joue là? On sait que l'éducation et la culture sont les meilleurs vecteurs des valeurs démocratiques, de la création du commun, encore une fois de ce qui nous ressemble, d'une culture commune, ouverte et en mouvement. Et qu'il me dit merci, merci, merci monsieur David, merci, merci, merci monsieur David. Et je lui dis me remerciez pas, dites-moi juste si, dans une situation inverse, est-ce que vous m'ouvririez votre maison ou votre travail à moi qui suis français, qui suis blanc, qui suis juif et qui suis pédé? Si la réponse est oui, c'est tout gagné. Et là, on peut commencer à agir, non pas sur le réenchantement du monde, mais peut-être à essayer d'agir sur une réalité qui pourrait nous dépasser. Mais pourquoi, à votre avis, on en est là? C'est-à-dire qu'effectivement, c'est vrai qu'il suffit de regarder les plateaux pour se rendre compte que la diversité n'est pas au rendez-vous. C'est quelque part une marche qui a été manquée dans la démocratisation culturelle, parce qu'on parle d'éducation artistique, en veux-tu, en voilà. À quel endroit ça bloque? Mais déjà, rien que dans la loi, on ne peut pas dire qu'un noir est noir. On ne peut pas faire d'études statistiques de la population française. Donc comment on peut agir sans outils? Rien que ça, comme on peut obliger, comme ça a été très simple et extrêmement compliqué, mais très simple de le faire parce que c'est facile de dire qu'une femme est une femme, un homme est un homme. Donc du coup, on peut agir sur des effets de levier. Il a suffi d'1 an ou 2 de moyens de production et de diffusion offerts aux femmes pour changer le visage de la culture française. C'est pas encore gagné, loin de là, mais n'empêche que l'exemplarité est là. Comment on peut agir à partir du moment où la loi ne nous permet pas d'avoir les mêmes leviers? On peut compter que sur le volontarisme des uns ou des autres et sur des questions sensibles. Enfin, bref, en tout cas, on ne peut pas agir. Alors justement, comment vous tentez d'agir? Vous disiez, on va jusqu'à faire des cours d'alphabétisation. C'est-à-dire, comment retrouver ce lien avec la rue dont vous parlez? Il y a plusieurs choses. Il y a d'abord l'exemplarité, la représentation sur les plateaux, évidemment. Il y a évidemment, mais on connaît les dispositifs d'action de médiation hein, qui vont là où sont les habitants en prenant en compte la réalité de leur vie et de leur mode de vie. Il y a évidemment la question de la formation. Les formations, on le sait, sont réservées toujours à la même communauté dominante. La formation artistique. Et puis il y a aussi, Hortense en parlait un petit peu tout à l'heure dans les propos de Lazare, la question des récits. On a un récit commun à inventer. Les théâtres et les endroits de culture racontent des récits, racontent donc nos grands récits fondateurs, nos racines, nos enracinements communs. Et lorsqu'on monte Ovide, Échille, Shakespeare ou Hugo, Corneille, et qu'on le fait avec des acteurs qui sont racisés, eh bien simplement lorsqu'ils sont dans la salle, on affirme que Hugo, Corneille, Shakespeare sont notre culture commune. Vous n'en êtes pas exclus. Ça c'est tout bête, tout simple. Mais aussi, on a une histoire commune en France et les populations issues des guerres de France, des guerres qui sont multiples, nombreuses, historiques ou actuelles, et qui sont une raison de bon nombre de l'immigration en France. Simplement,
s'en réemparer. S'en réemparer et redire notre histoire. Alors évidemment, on n'a pas le beau rôle. Évidemment, c'est compliqué. Là, on est à Nantes, hein, c'est compliqué. Hein, comme le pharmacien du coin trouve son nom d'une grande famille négrière sur un plateau de théâtre. C'est évidemment pas facile d'avoir ce rôle-là. Mais c'est le seul moyen, il me semble, pour que nous puissions avancer, nous, sans honte, et eux, sans colère. De la Vallée, ça vous parle, évidemment? Ce que je voulais dire à David, rassure-toi, nous on n'est pas en colère, David. Tout va bien. Moi, je pense que il nous faut beaucoup d'actions que des paroles. Souvent, on a tendance à beaucoup parler, mais on agit moins. Là, je parle sur le terrain. Je ne suis pas un donneur de leçons, mais je viens d'un autre pays. Je suis né au Congo, voilà, et j'habite à Paris, entre Paris et le Congo. Donc, j'ai fait aussi, j'appellerais pas ça beaucoup d'efforts, mais je pense qu'il y a plein de moments où je n'arrive pas aussi à comprendre, où je me pose plein de questions. Mais c'est normal, c'est comme ça. Donc, ça demande beaucoup d'ouverture. Il faut être curieux, il faut aller vers l'autre, et c'est difficile d'aller vers l'autre. Je pense. Mais ça vaut la peine, je pense. Et donc ça, c'est juste par rapport à ce qui dit David. Et donc voilà, je pense qu'il faut tout ça. Il faut poser les vrais actes. Parce qu'il y a urgence. Dans d'autres pays, il y a des choses, ça évolue. Il y a plein de gens qui évoluent ailleurs. Et nous, ça fait des années et des années, des siècles et des siècles, on parle que de la même chose. On vit la même chose. On parle du racisme, on parle de trucs. C'est la même chose depuis des décennies. Il faut peut-être qu'on essaie d'évoluer, d'avancer, de parler, de voir autre chose. Il y a autre chose qui est meilleure, plus meilleure que ça. Moi, je crois. Et donc voilà. Donc je pense que c'est que moi, en tout cas, étant qu'artiste et chorégraphe, c'est ce que je suis en train de vouloir, en tout cas, partager dans mon environnement, dans mon pays. Voilà, c'est cette vision de voir les choses. Je vais vous donner juste un petit exemple, juste un petit. J'ai ramené une comédienne, auteure qu'on appelle Sarah Lorca, jouée à Brazzaville, Sarah Ken, 448, Psychose de Sarah Ken. Oh, on est au Congo, quoi, les gars. Ok, donc j'arrive. La psychanalyse chez nous, c'est pas la même chose par rapport à ici. Donc c'est pas la même chose. Mais ce qui est très beau, c'est que les gens de mon quartier, le public qui est venu voir, ils ont adoré. Ils me disent qu'aujourd'hui, c'est génial, il faut qu'ils reviennent. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Est-ce qu'on peut pas présenter Racine ou bien présenter... peut-être, je pense que l'année prochaine, j'ai envie de faire venir David pour jouer Hamlet là-bas. Ça va être cool. Voilà. Donc voilà, en tout cas c'est à cet endroit-là qu'il faut qu'on essaie d'aller, d'ouvrir les portes aux autres, d'apprendre. David, c'est super que tu es un jeune, que tu peux donner des moyens en tout cas d'alphabétisation. Je trouve ça très beau. Mais c'est ça qu'il faut continuer, il ne faut pas baisser les bras. Il ne faut pas baisser les bras. Parce que si toi tu crois, derrière toi, je pense qu'il y aura un fil. Il y aura toujours 2 ou 3 personnes qui vont continuer. Donc voilà, pour revenir à notre réenchantement, je pense que moi, c'est une question qui m'interpelle, qui m'intéresse beaucoup. Et je crois. Je pense que l'art, elle peut changer le monde, je crois. Je suis fort convaincu parce que je vais parler de mon expérience. Je suis jeune, hein, par rapport à ton autre ici. Sympa, merci, on a entendu, ok. Je suis désolé. Et je suis venu à Brazzaville, je suis né à Pointe-Noire, donc Pointe-Noire c'est la capitale économique. Je viens à Brazzaville pour faire de l'art. Mon pays a vécu la guerre pendant plein d'années. Donc du coup, il y a un moment où, artistiquement parlant, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Donc j'ai décidé de quitter Pointe-Noire pour venir faire de l'art à Brazzaville pendant que les balles pleuvaient à Brazza. Donc je quitte Pointe-Noire. Et dans le train, les gens me regardent, ils croyaient que j'étais un pilleur, genre un jeune qui va pour faire la guerre. Et ils me demandent, monsieur, mais vous allez faire quoi? Donc je leur raconte que non, je vais faire de l'art. Ils me prennent pour un taré. Ils me disent, bah, attends, c'est n'importe quoi, pendant que tout ça. Donc j'arrive à Brazza, il y avait encore des séquelles, c'était compliqué. Mais mon but à moi, c'était en tout cas de créer, peut-être pas un mouvement, mais essayer d'instaurer, de mettre de l'espoir. En fait, l'espoir que moi je cherchais, j'avais comme l'impression que c'était dans cet endroit-là qu'il fallait que je trouve ça. Donc j'arrive, je crée ma compagnie, je commence à faire c'était tellement compliqué. Mais ce qui est très beau, c'est qu'au début, tu es tout seul.
Mais quelques années plus tard, quand tu commences à parler des gens, je me rappelle, je disais à mes amis danseurs, un jour on va jouer au Festival d'Avignon. Ils ne connaissent pas le Festival d'Avignon, ils ne savent pas, c'est quoi. Mais le jour où on est arrivé au Festival d'Avignon, on a joué au Festival d'Avignon, on a été programmé au Festival d'Avignon, les gars, ils étaient comme ça. Et je trouve ça magnifique, c'est ça qu'il faut, en tout cas. Et il y a plein de choses comme ça qui se transforment, qui se créent. Et même en créant la compagnie, moi j'avais un petit rêve, c'était de créer un lieu de création, de formation, de diffusion, en tout cas à Brazzaville. Et ce qui est encore très 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 beau, je vais dire ça parce que c'est tellement bien de le dire, c'est que celui-là il est aujourd'hui construit. Et il y a des danseurs qui travaillent à l'intérieur de ça. Et c'est un lieu qui permet, en tout cas, qui donne de l'espoir à une génération congolaise où il n'y a pas de moyens, parce que, en tout cas, nous, on n'a pas de salle on n'a pas ça, hein. On n'a pas de salle de spectacle, on n'a pas de bibliothèques, on n'a pas de musées, on n'a pas de, mais on a de la niaque, on a l'énergie de construire, l'énergie de partager. Et je pense que c'est ça qui est vachement important, en tout cas. Et ce qui est encore très beau, c'est que même quand tu crées, quand on répète ou on fait nos spectacles, il y a toute une population de jeunes qui viennent. C'était beau de voir les mamans qui viennent. Waouh, c'est génial, c'est intéressant, tout ça. Est-ce qu'on ne peut pas continuer de faire ceci? Moi, je trouve ça extraordinaire. Voilà. D'autant que le Congo est un pays qui a peu ou quasiment pas de politique culturelle. Ça veut dire que ce sont les artistes qui forcément s'engagent pour faire vivre leur création et donc d'une certaine façon la création du pays. Je pense à des gens comme vous, comme Dieudonné Nyanguna, qu'on connaît nous en tous les cas ici. C'est comme ça que ça se passe. Donc c'est les artistes qui sont au cœur du sujet. On est obligé de prendre le pouvoir, c'est comme ça. Quand dans un endroit où on ne vous donne pas des moyens, nous, c'est vital, je pense. C'est ce qu'on a compris, hein. C'est vital pour nous, c'est un moyen de survie. On est obligé de faire de l'art, on est obligé d'écrire, on est obligé de danser, on est obligé de chanter. On est obligé de le faire parce que c'est si on arrête de le faire, on est mort. Donc à côté, il y a des gens qui vous mettent des barrières parce que pour eux, nous sommes des armes contre leur façon de voir les choses. C'est dommage. Et pourtant, c'est pas ça. On arrive avec une façon c'est pour ça que j'ai suivi tout à l'heure. Souvent, les vrais artistes, les grands, je parle des vrais artistes qui véhiculent un message, sont souvent mal pris. Ils sont pris comme des rebelles ou des terroristes. Mais souvent, c'est des gens qui viennent avec un message un message de changement. Et en tout cas, c'est ce que nous, au Congo, avec Dieudonné Nyanguna, qui est un collègue à moi, qui a créé un festival. Là, on a créé un lieu aussi, un lieu qui accueille ce festival-là. Et il y a encore d'autres festivals qui se créent sur place. Et donc, on est obligé, en tout cas, nous, à l'intérieur de ça, en même temps de former, en même temps aussi de transmettre et de jouer. Voilà. Oui, Jean-Noël, une réponse? Oui, je voulais juste rebondir en symétrie sur ce que tu racontes à propos de l'expérience autour du festival d'Avignon. Moi, j'ai un souvenir d'il y a une trentaine d'années, je pense, d'aller à une représentation théâtrale d'une pièce de quelqu'un qui, à l'époque, était un ami qui nous a quittés depuis, qui était Sonny Labuzanti. C'était à Paris. Et la salle était entièrement blanche. Et pour nous tous dans le public, à part ceux qui avaient eu l'occasion déjà de l'entendre ou de lire ses livres, dont la quasi-totalité n'avait jamais mis les pieds de l'autre côté de la Méditerranée, ou en tout cas, s'il l'avait fait, c'était plutôt dans des conditions touristiques que réelles. Ça avait, je m'en souviens très bien, c'était il y a longtemps, changé complètement les clichés sur ce que pouvait être la réalité politique, la réalité culturelle que racontait Sonny dans ses livres. Et donc, ce qu'on vient de dire tous les quatre, mais notamment vous deux, parce que moi j'ai été très frappé notamment par ce discours très politique auquel je souscris 100%, c'est que le pays, pour revenir à notre induction un peu avec Bernard, il vit un moment dont je prétends qu'il n'est pas radicalement nouveau dans son histoire, qu'il a déjà connu, où il est sur le fil de rasoir. Et il peut basculer du mauvais côté, encore plus de peur, d'affrontement, de peur du déclin, de l'affrontement culturel, de repli sur soi. Il peut aussi basculer de l'autre côté. Et la France, on dit toujours, est plus un pays de révolution que d'évolution. La réalité française, elle a incroyablement évolué depuis 20, depuis 30 ans. Le pays, dans sa réalité sociale, culturelle, économique, il est déjà largement métissé. L'intégration et même l'assimilation sont des forces, qu'on les aime ou pas, qui sont vraiment dans l'ADN de ce pays et fonctionnent massivement, y compris au plan professionnel dans les classes moyennes.
Donc on a, me semble-t-il, deux problèmes. L'un que David a parfaitement pointé du doigt, c'est qu'il y a un plafond de verre dans les élites françaises, y compris dans les milieux culturels, mais pas que. Hein. Et c'est vrai que quand on traverse la Méditerranée, mais qu'on traverse la Manche, et qu'on va au Royaume-Uni aujourd'hui, quand on voit la classe politique britannique, quand même beaucoup plus représentative de la réalité britannique que la classe politique française. Bon. Mais pour autant, on a un deuxième défi, et je reviens à ce que je disais sur l'éducation artistique, sur l'engagement des artistes. Étant donné ce qui s'est passé, et là je suis dans un temps très très court, je suis sur ce qui s'est passé en novembre de manière très concrète, qui, ne nous faisons pas d'illusions, va se reproduire ailleurs, dans d'autres domaines, mais dans lesquels on sait bien que la culture est première visée. Il y a, je pense, un récit national et un débat national qui peut se passer autrement. Et dans cette crise, vous l'avez dit dans votre texte introductif, qui n'est pas principalement pour moi économique ou politique ou sociale, qui est une crise identitaire et donc culturelle, la réponse passe quand même largement par ce que nous tous ensemble pouvons faire pour que ça se communique positivement au sens de l'énergie positive pour faire basculer le pays du bon côté. Là encore, l'éducation artistique et culturelle, confère ma propre anecdote, c'était avec une classe, hein, ce que je raconte, ça peut tout changer sur le vivre ensemble, quelle que soit la part du récit national dont on est représentant, que l'on soit des anciennes générations ou des nouvelles générations de Français, peu importe. Et je termine par un tout petit appel au peuple, au moment où on parle beaucoup de dénaturalisation de gens. Moi, je vous invite à aller signer la pétition sur change.org pour Didi, qui est le vigile, grâce à qui des dizaines de vies ont été sauvées au Bataclan, qui est algérien, 35 ans, arrivé en France à 6 mois, qui demande sa naturalisation. On pourrait même au passage lui demander la Légion d'honneur. Il y a une pétition pour ça, je pense qu'on pourrait tous aller la signer. Voilà. Bah, écoutez, voilà, ce débat s'est transformé en échange de paroles fortes. Merci à vous d'avoir accepté ce temps contraint et merci à vous de l'avoir écouté. À bientôt.